Alors, je vous présente donc Richard Delorme, qui est chef de service à Robert Debré, dans un service de pédopsychiatrie, PU, et puis aussi chercheur en génétique. Donc maintenant très concentré sur l'autisme, mais qui a pu aussi se passionner pour les TOC, par exemple. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. J'adore cette journée. Je pense que c'est presque le mouvement le plus révolutionnaire qu'il y a eu dans la pédopsychiatrie depuis longtemps. Donc vraiment, l'idée qu'il y a un référentiel pour la pédopsychiatrie, c'est quelque chose d'hyper important. Donc merci vraiment de m'avoir invité. Donc en fait, les choses que je veux vous raconter, c'est... Bon, je fais beaucoup de génétique, mais finalement ce que je veux vous raconter, c'est la sémiologie appliquée à ma discipline, qui est celle de la pédopsychiatrie et de la génétique. Et donc je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est que l'autisme. Donc c'est trois grandes dimensions cliniques qui s'enchevêtrent. Donc c'est les patients ont pour commun d'avoir des difficultés d'interaction sociale, des difficultés de communication sociale. C'est une des grandes entités reliées à l'autisme. Et la deuxième grande entité reliée à l'autisme, c'est les intérêts restreints et les stéréotypes. C'est ces deux grandes entités, difficultés de la communication sociale et intérêts restreints, qui font l'autisme. L'autisme, en fait, comme je dis parfois, ça n'existe pas, ça n'existe que parce que c'est deux dimensions qui s'enchevêtrent et qu'on retrouve chez un certain nombre de patients. Mais finalement, l'entité clinique propre autisme est une entité qui n'est pas différente de l'entité fièvre. C'est-à-dire c'est juste une espèce de groupement de symptômes qui fait qu'on a décidé d'appeler ça autisme, mais on aurait pu l'appeler fièvre psychiatrique, par exemple. Donc le DSM-5, en fait, il a un peu avancé sur ce problème de la catégorie, c'est-à-dire l'autisme tel qu'on l'imaginait dans les années 80-90, c'est-à-dire une entité catégorielle extrêmement bien déterminée, avec des patients qui seraient très malades. En particulier, dans notre tête, on avait l'idée de ces patients très sévèrement malades, qui se balançaient, qui étaient non-verbaux. Et puis, en faisant de plus en plus d'études, on s'est aperçu qu'en fait, d'une part, les symptômes autistiques se répartissaient de manière gaussienne dans la population. Et puis, le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y avait une dissociation très très forte entre l'intensité des symptômes autistiques et l'intensité du retard mental. On pouvait avoir des patients qui pouvaient être extrêmement autistes et pas de retard mental, et à l'opposé, on pouvait avoir des patients qui étaient avec un énorme retard mental avec des symptômes autistiques de faible intensité. Et en fait, pendant très longtemps, on a uni ces deux dimensions, celle du retard mental et de l'autisme, et le DSM-5, c'était vraiment quelque chose d'assez fondamental pour cette capacité à sortir l'autisme du retard mental et en faire deux entités qui étaient assez propres. Donc le DSM-5, assez distinct. Donc le DSM-5, c'est quelque chose d'assez fondamental pour la connaissance de l'autisme. Donc l'autisme, c'est ces deux dimensions, mais là encore une fois, je pense que vous avez tous eu des cours de sémiologie pour les plus âgés, puis pour les plus jeunes, vous avez probablement tous entendu parler de ces particularités associées à l'autisme. Et une des choses qui sont très couramment associées à l'autisme, c'est la difficulté de la perception sociale, que ce soit dans les modalités visuelles où les patients ont du mal à repérer, à aller chercher l'information visuelle. Donc par exemple, là en rouge vous avez un patient autiste et puis en jaune un patient dit neurotypique, c'est des adultes. Et donc effectivement le sujet en rouge, c'est avec de l'eye tracking, va nécessairement aller chercher de l'information extrêmement différente de celui qui est en jaune. Information qui est très très facile à moduler à partir du moment, d'une part on donne l'information au patient ou ce qu'il doit aller chercher, et puis donc en remédiation par exemple c'est extrêmement facile de lui expliquer que pour saisir l'information sociale il faut aller chercher au besoin, et ça marche assez facilement. Et puis l'autre diapositive à gauche qui est une exploration de la voix non-voix, c'est-à-dire on prenait des patients, on leur faisait écouter des bruits qui ressemblaient à la voix, donc par exemple on leur faisait écouter une voix, et puis par ailleurs on leur faisait écouter des bruits qui n'étaient pas des voix, par exemple du sautement ou des bruits, des gargouillements de ventre et tout ça. Et les patients, c'est une toute petite étude des années 90, c'était 15 patients adultes versus 15 sujets neurotypiques. Et en fait, on avait vu qu'effectivement, les patients avec un trouble du spectre autistique avaient des difficultés à discriminer ce qui était de la voix et de la non-voix. Donc on peut supposer, encore une fois, je pense que c'est faux, mais en fait, c'est juste pour... il y a probablement un certain nombre de patients qui fonctionnent comme ça, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, l'autisme, c'est une pathologie où effectivement, la reconnaissance de l'information sociale est une difficulté. J'ai un problème avec mon ordinateur, mais ça va venir. Ça, c'est une autre des grandes difficultés, une autre aussi des grandes choses qui est associée à l'autisme. Je vous mets les deux films en même temps, pour causabilité sociale.
Et donc, dans ce cas, on voit sur la petite image de gauche, en fait, c'est des deux petits triangles qui bougent. Et en fait, on fait de l'afférence sociale sur ces petits triangles qui bougent. Enfin, c'est des sujets neurotypiques, peut-être qu'il y a des gens qui ont des difficultés, mais on voit très vite que le triangle rouge, c'est une maman, et puis le triangle bleu, c'est un papa. Et un petit garçon, excusez-moi. Et puis le triangle... mais les papas, c'est pareil, ils ont du mal à sortir de la boîte. Et puis à gauche, c'est deux petits triangles qui ont... c'est des mouvements humains, mais en fait, c'est la danse. Alors après, on a pu valider ces informations comme quoi, enfin, dans des populations, donc on a pu voir que c'était des informations extrêmement robustes. Mais effectivement, on fait assez facilement, quand on n'a pas de trouble autistique, des afférences sociales sur la gauche avec une relation particulière entre les deux triangles, ce qui est beaucoup plus compliqué sur la droite. Et donc après, ça met en jeu un certain nombre de structures cérébrales, mais je passe assez rapidement. En tout cas, pour la question qui est la mienne, c'est ça d'essayer de comprendre les gènes qui sont impliqués dans ces maladies. Je vais pas, ma question centrale, dans tous les cas, c'est comment aller de la diversité du phénotype, c'est-à-dire, encore une fois, l'autisme n'existe pas, chaque individu est un individu distinct de son voisin, et donc pouvoir explorer la génétique de l'autisme, c'est prendre en charge toute la sémiologie de l'autisme. Et puis à l'opposé, en haut, c'est la photo de Jeannette, c'est un peu mon maître de la sémiologie contemporaine, à mon sens. Et puis, effectivement, en bas, c'est les gènes. Et là aussi, dans tout cas, l'hétérogénéité génétique, elle est aussi forte que l'hétérogénéité clinique. Les généticiens n'ont pas beaucoup plus de chances que nous. Ils sont face à face avec 27 000 gènes. Et donc, on a la même difficulté pour comprendre la génétique que pour comprendre la clinique. Et donc, on est dans une question qui est quand même assez complexe, c'est celle de comprendre les gènes et de comprendre la maladie en même temps pour essayer de trouver les gènes qui sont associés à l'autisme. Alors la première des choses que l'on fait, en fait, très simplement, pour essayer d'aller vers la compréhension des gènes, c'est d'utiliser les familles que l'on voit dans le quotidien. Alors, bien évidemment, la chose la plus simple, c'est les familles tout en haut à gauche, c'est les familles dites simplex, c'est-à-dire un patient atteint, puis papa, maman non atteint, et donc on regarde les anomalies génétiques qui sont présentes ou pas présentes chez l'enfant, et on les compare à papa et maman pour voir ce qui est nouveau, voir ce qui est apparu, ou ce qui est enlevé, et donc ça c'est quelque chose d'assez simple à faire. Mais en fait on s'est aperçu au cours des 4-5 dernières années qu'en fait, moi j'imaginais quand j'étais jeune interne que le génome, il y avait un génome propre et puis un génome pas propre, et que finalement il y avait des gens chez qui il arrivait des anomalies génétiques, et puis d'un seul coup on était malade, et puis d'autres qui n'avaient pas ces anomalies génétiques, et puis on n'était pas malade. En fait la réalité est extrêmement différente. On est tous porteurs d'un génome qui est très très impropre, et avec beaucoup de mutations délétères. On a à peu près tous à chacun dans des gènes vraiment majeurs du fonctionnement cérébral, à peu près 70 à 80 anomalies génétiques assez fortes qui entraînent des dysfonctions génétiques vraiment majeures. Et en fait, notre organisme est plutôt une balance que dans une espèce d'optimum où on aurait un cerveau qui serait vraiment parfait et certaines anomalies viendraient casser cette notion de parfait. En fait, on est vraiment à l'équilibre, et c'est à l'équilibre entre l'impact de facteurs d'environnement, entre l'impact de facteurs génétiques. Mais c'est une somme comme ça de dysfonctions génétiques, de dysfonctions environnementales qui vont faire qu'on va être soit à l'équilibre, soit au contraire dans un mouvement pathologique. On peut avoir la somme de deux événements génétiques et par chance, on va se retrouver à l'équilibre dans ces deux mouvements génétiques opposés. Donc encore une fois, il y a ces familles-là où on va chercher des anomalies. Et puis il y a aussi la compréhension du normal. Et là encore une fois, avoir une bonne compréhension du normal, c'est aussi être capable de comprendre ce que c'est que la génétique des maladies, en particulier des maladies psychiatriques. Et puis il y a un autre grand paradigme qu'on essaie de comprendre, c'est les familles multiplexes. Donc là, vous voyez, il y a plein de gens qui sont atteints dans cette famille. Et c'est vraiment important pour la compréhension de la sémiologie, parce qu'on est toujours avec l'idée que, par exemple, je sais pas, l'autisme se transmet, la bipolarité se transmet dans les familles. Et en fait, quand on voit des grandes familles comme ça, donc là, il y a un mélange de toxicomanie, de syndrome de Gilles de la Tourette, de troubles anxieux généralisés, d'autisme, de schizophrénie, de retard mental, plus un fond de synesthésie, tout ça dans une seule famille. Donc encore une fois, c'est l'idée de trouver le gène de l'autisme ou le gène de la schizophrénie d'un côté, ce sont des idées complètement erronées. Encore une fois, d'une part dans le contexte où on est tous porteurs d'anomalies génétiques majeures, et dans le deuxième contexte qui est celui de l'interpénétrance entre les différents troubles. Et donc bien évidemment, pour essayer d'aller un peu en avant dans tout ça, on essaie de recruter les familles. L'opposé, c'est bien évidemment, enfin l'élément corrélé à cela, c'est d'essayer d'explorer finement la sémiologie. On fait tout un tas d'explorations à ces familles, on essaie de recruter le maximum de familles. Donc là, on est à peu près à l'âge de 8000 familles, mais ma diapo date un peu, mais on est à peu près autour de 1500 familles maintenant. Donc on fait un énorme travail sur la compréhension des patients, mais aussi de leur environnement familial, parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que psychiatre, et ce qui m'intéresse dans la génétique, c'est d'avoir l'idée, enfin, c'est la compréhension de la sémiologie clinique, mais en même temps d'avoir une espèce de fond un peu solide, qui est celle de la compréhension des mécanismes génétiques associés.
Donc quand j'essaie de comprendre comment les gènes interviennent dans la sémiologie de l'autisme, je dois toujours me poser la question de la sémiologie des choses que j'observe. Par exemple, ça c'est un patient. Donc vous n'entendez pas, mais de toute façon c'est un patient non verbal. Et donc il nous avait été adressé pour ces deux frères qui sont dizygotes, il nous avait été adressé pour le projet de recherche, et en fait ils sont considérés comme autisme avec retard mental profond. Et en fait, là, ce grand garçon, donc vous allez voir, il connaît un certain nombre de langue des signes, et en fait on lui a fait faire une épreuve de coefficients que certains d'entre vous probablement connaissent, c'est les matrices de Raven, et c'est une manière d'explorer le QI de manière non verbale, vraiment avec juste avec des éléments perceptifs. Et ce grand garçon qui est complètement non-verbal a 110 déficiences avec ce test. Donc vous voyez, on peut être complètement non-verbal, mais avoir de très très bonnes compétences cognitives associées. Donc c'est encore une fois, c'est un peu le DSM-5, mais la connaissance de la sémiologie, c'est ça aussi qui va nous faire comprendre ce que peuvent être les gènes impliqués dans le déterminisme des trucs. Donc bien évidemment, on doit s'intéresser aux éléments cognitifs associés, on doit aussi s'intéresser aux éléments somatiques chez nos patients. Est-ce qu'ils sont maigres, est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils ont d'autres anomalies associées. Et c'est ça qui, encore une fois, va nous faire avancer dans la connaissance des sciences. Ça, c'est une publication qui est assez récente, qui est dans The Nature, je crois, il y a 2-3 ans maintenant. Et en fait, c'était une exploration en fait, des capacités de perception visuelle chez les patients à risque d'autisme. Et donc à gauche, c'est les patients qui sont autistes, et puis à droite, c'est les patients dits à développement normal, les sujets à développement normal. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une phase en fait, assez préliminaire, dans l'âge de 2, 3, 4 mois, où les patients en fait, autistes ont plus de capacité à percevoir les indices sociaux que les sujets neurotypiques du même âge. Et donc en fait, ces informations-là aussi, la connaissance du moment où les symptômes commencent et comment on est capable de les observer, c'est des choses extrêmement importantes pour la connaissance des mécanismes biologiques sous-jacents. En fait, si on s'interroge un peu plus sur ces courbes, en fait, ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, vous connaissez probablement le phénomène de pruning, c'est-à-dire c'est un phénomène d'élagage synaptique qui revient vers 36 mois. Et en fait, on voit que les gaussiennes ne sont pas tout à fait au même endroit. Et en fait, on peut supposer qu'il y a une anomalie en fait, du pruning, probablement sur des réseaux très immatures chez le bébé, qui fait peut-être qu'on a des anomalies, encore une fois, qui vont disloquer le réseau génétique. Donc la connaissance de l'histoire développementale, donc des éléments très précoces, mais aussi du parcours de vie des patients sont des éléments vraiment majeurs. Je ne sais pas si vous avez... On discutait ce matin avec des collègues allemands, et ils disaient nous on a plein de collègues psychiatres, de toute façon ils ne veulent pas s'intéresser aux patients avec retard mental parce qu'il n'y a rien à faire, ils n'évoluent pas. Et en fait, c'est une super publication, mais qui date un peu déjà de 2012. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a 10% des patients avec un autisme extrêmement sévère qui commencent. Là, c'est l'intensité symptomatique. Donc, vous voyez des patients qui sont très sévères. Et en fait, là, c'est 14 ans après, donc c'est 3500 patients qui ont été suivis pendant 14 ans. Et en fait, on voit 10% des patients qui vont commencer à avoir un autisme extrêmement sévère, des symptômes autistiques très sévères, et qui vont aller vers la normalité. Quoi qu'on fasse. Le seul facteur qui est sorti dans cette étude, c'était une étude vraiment, vraiment magnifique, c'est un facteur psychosocial, c'est le niveau social de la maman. C'est le seul facteur. Donc après, on a regardé plein d'autres trucs. Enfin, non, je n'ai rien fait là-dedans, mais les chercheurs ont regardé plein d'autres trucs. Et vous voyez qu'il y a 10% des enfants qui vont s'améliorer de manière vraiment incroyable. Et donc la connaissance de cette sémiologie, encore une fois, savoir repérer ces patients, être capable de les suivre au cours du temps, c'est aussi peut-être comprendre les mécanismes qui font que ces 10 patients-là se sont améliorés. Et donc là, encore une fois, il y a vraiment un intérêt. La sémiologie, c'est pas quelque chose qui est... La sémiologie de l'autisme, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est vraiment quelque chose d'assez dynamique. Et c'est ça que j'essaie de comprendre dans mon quotidien. Alors, comprendre l'autisme, je vous ai parlé un peu des cognitions, mais c'est aussi comprendre d'autres mécanismes qui sont associés. On s'intéresse beaucoup à d'autres marqueurs qui sont associés. Donc là, par exemple, c'est la biochimie, parce que beaucoup de patients ont des anomalies biochimiques. Donc là, on s'intéressait aux voies de la mélatonine, la sérotonine. Enfin, je passe sur ces exemples, c'est un petit peu compliqué. Et un autre exemple, on s'intéresse beaucoup aussi à la neurotomie. Alors maintenant, on a à peu près 700 patients pour lesquels on a la neuroanatomie. Et donc, là encore une fois, l'histoire intéressante, c'est en bas, c'est un de mes patients, qui a une macrocéphalie, un syndrome de Jacobson, qui est une délétion sur un des chromosomes, le chromosome 11. Et en fait, dans la littérature, il y a beaucoup de reports pour dire que le syndrome de Jacobson, c'est associé à une macrocéphalie. Et donc, nous, on s'est intéressé à quel type de structure pouvait être augmentée chez ces patients. Et donc, on a regardé les anomalies des sous-structures cérébrales associées, la partie corticale, les parties sous-corticales. Et en fait, on s'est aperçu qu'elles étaient finalement pas tellement modifiées en termes de volume.
Et la macrocéphalie, dite macrocéphalie, était une vraie macrocéphalie, mais qui ne touchait pas le volume cérébral. En fait, c'était juste, il y a un petit gène associé qui s'appelle SNX19, qui est associé, qui est présent dans la délétion, qui fait qu'ils ont une macrocranie avec une augmentation importante des volumes des sinus. Et en fait, ils n'ont absolument pas d'augmentation du volume cérébral. Donc là, encore une fois, on peut avoir des constatations sémiologiques et la richesse en fait, de la connaissance de l'IRM, de l'électroencéphalogramme, de l'eye tracking et tout ça, c'est pour nous amener des éléments. Comment on voit nos patients, qu'est-ce qu'on peut tirer comme richesse clinique. Donc, les patients avec macrocéphalie dans ce type de syndrome, donc le syndrome de Jacobson, qui n'est pas un syndrome extrêmement fréquent, je crois que c'est un pour 16 000 ou quelque chose comme ça à naissance. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez riche et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de nos patients et de rechercher plus précisément les anomalies comme ça. Alors bien évidemment, faire de la génétique et tout ce que je vous raconte là, ça nécessite un peu de puissance, parce que comme je vous l'ai dit, chaque patient est unique et on retrouve beaucoup de différences entre les individus. Donc pour essayer de réduire un petit peu la variance, pour essayer d'avoir des groupes un petit peu plus homogènes, même si c'est peut-être pas notre objectif, il faut travailler en cohorte. Et donc là encore une fois, même dans la pratique clinique, travailler avec d'autres est quelque chose d'assez fondamental. Je crois que la psychiatrie française, en tout cas, en tout cas, on est vraiment en difficulté pour créer des réseaux. Et donc, je crois que c'est vraiment... Si vous étiez la nouvelle génération qui créait des réseaux, qui arrivait à travailler entre groupes, entre différents hôpitaux, je crois que c'est vraiment un enjeu vraiment majeur de la compréhension. Et puis, voilà, maintenant, où on en est, c'est qu'il y a à peu près 250 gènes qui ont été identifiés dans l'autisme. Donc en fait, quand vous voyez un patient, vous voyez vraiment un patient différent. Donc, ma collègue de gauche, à qui je vais lui manger déjà une question, m'a dit, mais finalement, quand il y a un patient qui a une mutation dans champ 3 ou une mutation dans je ne sais pas quoi, mais est-ce que c'est encore l'autisme? Mais en fait, je vous dis, l'autisme n'existe pas. L'autisme, c'est juste une entité vraiment multiple. Donc c'est la somme, encore une fois, de toutes ces anomalies génétiques qui créent l'autisme. Donc encore une fois, après il y a souvent des gens qui disent « Ah oui, celui-là on a trouvé la mutation, donc il est plus autiste ». Non, l'autisme sans mutation, ça existe probablement pas. Après il y a des gens qui n'ont pas de mutation, ça c'est tout à fait probable. Mais par exemple, il y a des enfants qui ont une prématurité sévère et qui vont avoir un autisme, et d'autres qui ont la même prématurité, même facteur de risque, et pourtant ils ne vont pas avoir l'autisme. Donc il y a probablement d'autres facteurs. Chaque événement qu'on regarde, c'est la somme et les interpénétrances entre des facteurs biologiques et des facteurs environnementaux. Donc je dis l'autisme n'existe pas effectivement loin des gènes, et elle n'existe pas non plus loin de l'environnement. Et donc c'est vraiment cette somme et cette compréhension de ces sommes qui vont nous permettre de disséquer un peu mieux ce que l'autisme. Alors on a de la chance, là il y a 250 gènes identifiés, et il y a à peu près 5 grands réseaux qui sont atteints. C'est comme si par exemple l'autisme c'était une anomalie entre... il y avait une partie, c'est Paris-Marseille, et il y a plusieurs anomalies. Il y a une anomalie qui est à la hauteur de Dijon, une anomalie qui est à la hauteur de Lyon. Donc, il y a plusieurs endroits où en fait on est coupé pour aller de Paris à Marseille, mais c'est la même maladie. À chaque fois qu'on a un problème sur le TGV et qu'on ne peut pas arriver à Marseille, ben, on a l'autisme. Donc c'est ça l'autisme, c'est vraiment juste une interruption de certaines grandes voies. Et donc il y a à peu près 4 ou 5 grandes voies dans l'autisme qui sont altérées. Alors l'autre aspect, c'est... je suis peut-être un peu en retard. Ça va ? Okay. L'autre aspect, c'est une fois qu'on a la connaissance génétique, comment on va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin vers la sémiologie. Donc là, c'est une famille en fait, que je suis allé voir à Grenoble. Et vous voyez ce patient-là, il a une anomalie dans un gène, une anomalie de novo, c'est présent uniquement chez lui. Et je suis allé voir ses parents à Chambéry, je vais avoir perdu voilà. Et en fait, en discutant avec la maman, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait 2 autres enfants qui étaient 2 autres... Oui, alors est-ce qu'on attend quelqu'un qui était... À votre avis? Qui était malade. Et donc, un cousin qui a un retard mental avec une épilepsie, puis une cousine qui a un retard mental avec épilepsie, mais sans autisme. Et les 2 mamans que j'ai rencontrées, donc là c'est encore un autre oncle qui a un trouble du spectre autistique, et là encore un autre. Et donc les 2 mamans que j'ai rencontrées, elles sont parfaitement normales. En fait, quand on a commencé à regarder le génétique, certes, ils avaient une anomalie des nouveaux, mais ces 3-là partageaient une autre anomalie génétique et un facteur de risque majeur d'épilepsie, de retard mental, de schizophrénie, qui est la duplication 15 qui en suit. Et les 2 mamans là que je suis allé voir, celle-ci et celle-ci, elles avaient aussi ces anomalies, la duplication 15 qui ont mais vraiment rien sur le plan psychologique. Comme elles ont commencé à regarder sur le génome, en fait, elles ont une anomalie, une duplication du promoteur de l'ocytocine. Donc l'ocytocine, vous savez que c'est une hormone qui est importante dans la communication sociale.
Donc on peut supposer que la duplication fait qu'on a une augmentation du taux d'ocytocine circulante ou en niveau cérébral, et à l'opposé, elles ont un autre facteur qui va les projeter vers l'autisme. Donc en fait, l'histoire de l'autisme, c'est probablement, et de toutes les maladies psychiatriques, c'est encore une fois cette histoire de balance entre des choses qui vont nous protéger et des choses qui vont nous rendre vulnérables à la maladie. Alors, ma connaissance de l'autisme, en fait, elle s'applique vraiment, encore une fois, avec les patients. Ça, c'est des patients pour lesquels on a des défis des mutations ponctuelles dans un gène qui s'appelle SHANK3. C'est un gène qui est impliqué dans un syndrome fréquemment associé à l'autisme, le syndrome de Phelan-McDermid. C'est une délétion de la partie 22 distale. C'est la partie distale du chromosome 22. C'est un peu comme 22q11, le syndrome de vélo-cardio-facial. Et donc, en fait, la question souvent posée par la population, c'était est-ce que des anomalies au sein de ce gène vont reproduire les mêmes symptômes que d'avoir une grande délétion? Et donc, moi, je suis allé voir tout un tas de patients. Beaucoup sont de Nice, mais il y en a qui sont de Paris. On a allé les revoir et on les a examinés très précisément sur le plan clinique, sur le plan des morphologies. En fait, on s'est aperçu que ces patients qui avaient une paire de bases, parmi les 3 milliards de paires de bases qu'ont ces individus, une paire de bases mutées, avaient exactement le même syndrome que ceux qui avaient 40 gènes qui étaient détruits. Donc là, encore une fois, bien examiner Non, les patients, à partir du moment où on connaît les anomalies génétiques, ça nous permet aussi de nous renseigner sur les relations gènes et phénotypes. Ça, SHANK2, c'est le cousin de SHANK3, c'est un gène assez proche. Et là aussi, on avait trouvé un certain nombre de patients, il y a 5 qui sont répertoriés ici, il y en a 6 ou 7 dans le monde, et on a de la chance, on en a pas mal en France, donc j'étais allé les voir. Et là, encore une fois, en examinant très bien, on a aperçu que SHANK3, c'était SHANK3-1, c'est-à-dire vraiment beaucoup de caractéristiques qui étaient présentes chez ces patients. En les examinant, j'ai trouvé un petit syndrome cérébelleux. Et puis, j'ai discuté avec mes amis allemands là, donc, que j'ai vu aujourd'hui, et puis ils me disaient, ah, nous, on a une souris, c'était il y a assez longtemps, nous, on a une souris, et quand on l'examine, elle a vraiment un énorme syndrome cérébelleux. Est-ce que tu as ça chez tes patients? Et effectivement, c'est ce qu'on avait découvert, sans connaître l'histoire chez les souris, qui avaient la même analogie génétique. Donc, encore une fois, bien examiner nos patients, ça nous permet là aussi d'avancer sur la connaissance et sur la sémiologie. Alors, c'est pas juste la sémiologie de la psychiatrie, c'est une sémiologie un peu plus globale. Bon, je vous passe un peu cette diapositive, en tout cas, qui est peut-être, en plus on a un peu beaucoup de temps, mais je voudrais juste vous donner un dernier point, je suis désolé, je suis un peu en retard. Et donc ça, c'est le prix Nobel de 2008-2009, vous savez qu'à partir des cellules différenciées, de la peau, des cheveux, du sang, on peut faire des cellules pluripotentes, des cellules dites souches, et puis on peut redifférencier ces cellules dites souches en cellules différenciées. Et donc en fait, on travaille avec un laboratoire qui est le laboratoire ISTEM, qui est en banlieue parisienne. Et en fait, on a une quinzaine de patients, enfin un petit peu moins maintenant, de patients à qui on a pris soit de la peau, soit des cellules des bulbes des cheveux, soit du sang circulant, et on a différencié ces cellules différenciées en cellules pluripotentes, et après on les a réversées en cellules neuronales. Alors nous, on a un modèle de cellules neuronales qui est un modèle de glutamatérgique cortical, mais enfin, on peut faire à peu près tous les types de cellules que l'on veut. Ça, c'est une patiente qui a participé au projet, c'est une patiente de Nice. Et donc, en fait, vous voyez, elle a un retard mental très sévère, elle a tout un tas de symptômes qui sont très en rapport avec le syndrome de Phelan-McDermid. Alors, ma première surprise, c'est que vous voyez à gauche, qui est en gris, ce qui est en haut, excusez-moi, donc sous deux lumières différentes. Donc, c'est les cellules normales. Enfin, c'est les neurones naturels, neurotypiques. Ça arrive à des gens très bien. En situation normale, on voit juste. Bon, après, c'est pas un vrai réseau tissulaire, mais on voit. Aujourd'hui, on va. Que les neurones sont en connexion. Après, ça fait pas un vrai réseau, c'est un réseau très artificiel dans une boîte de pétri. Et après, en bas, c'est les neurones de la patiente. Alors, puis, encore une fois, on a transformé les cellules de sa peau en neurones glutamatérgiques. Et ce qu'on voit déjà, la première surprise, c'est que l'autisme, c'est pas nécessairement un syndrome déficitaire. On le savait déjà pour d'autres pathologies, mais ce n'est pas nécessairement une pathologie où il y a moins de neurones. Ce n'est pas une pathologie de la déficience nécessairement. Il y a plein d'exemples sémiologiques où ils sont meilleurs, par exemple, ils sont meilleurs en discrimination. L'Agnès Varda. Est-ce que quelqu'un... Agnès Varda, non, c'est pas bon. Pour le coup, c'est la première surprise, c'est que les patients avec le syndrome de Phelan-McDermid, qui sont des patients extrêmement sévères, qui ont des hypotonies monstrueuses, qui ne parlent pas du tout, ont des capacités, on va parler un tout petit peu, ont des capacités, ont des réseaux synaptiques beaucoup plus élevés. Alors, comme on a de la chance d'être en collaboration avec ISTEM, en fait, le gros avantage de ces techniques, c'est qu'à partir d'une cellule différenciée, enfin de quelques cellules différenciées, quand on les retransforme en neurones, après tout le processus de transformation en neurones, en fait, on peut l'analyser et mettre des molécules en plus sur ces neurones. Donc, on peut faire un test, le laboratoire, on teste à peu près 1 million de molécules chez ces patients.
Et c'est ce qu'on a fait pour notre patiente. On a testé un certain nombre de molécules, alors pas 1 million, mais pas moins de 1000 molécules chez ces patientes dans la boîte de Petri. Et on a regardé comment les réseaux évoluaient, est-ce qu'il y avait des choses qui se réversaient. Et donc le papa, lui, qui est médecin, qui est un médecin qui a vraiment beaucoup d'expertise en médecine, et sa femme, qui est plutôt très opposée, en ex-femme, qui est plutôt très opposée aux médicaments. En fait, on a découvert une molécule qu'on a appliquée chez la patiente. Ça faisait 1 an et demi qu'elle était hospitalisée. C'est une patiente assez âgée, qui a 18 ans. Et donc on a mis ce traitement chez elle. Et le papa, c'est ce que je vous ai mis en haut. Le papa, il m'a dit 3 ou 4 mois après la mise sous traitement, il m'a dit vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a un voile qui s'est déchiré, vraiment elle se met à parler, elle se met à parler. Elle améliore son niveau de communication, elle parlait déjà un peu, mais elle a amélioré son niveau de communication, elle a beaucoup plus d'initiatives à la maison, elle participe aux tâches quotidiennes. Cet été, c'était il y a déjà 2 ans, cet été elle est partie avec ses cousins en camping, alors c'est une patiente qui était extrêmement rigide. Donc ces techniques-là, bon, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est notre molécule qui a transformé ça, mais dans tout cas c'est juste un exemple de la connaissance de la sémiologie jusqu'à des processus de thérapie. Donc vraiment, c'est vraiment des choses qui, alors bien évidemment, on est en train de l'étendre à d'autres patients. Ça, c'était juste la dernière diapositive que je voulais vous montrer. Ça, c'est une petite souris qui a le syndrome de Rett. Le Rett étant une des sous-entités reliées à l'autisme. Et donc le phénotype de la souris Rett est vraiment très très proche de l'humain. Et donc ça, c'est une souris adulte, très déficitaire aussi les adultes quand syndrome de Rett, enfin quand ils arrivent jusqu'à la vie adulte. En général, ils meurent de difficultés respiratoires, ils ont des grosses anomalies du squelette, et ils ont bien évidemment des énormes difficultés cognitives. Donc ça, c'est la souris dite adulte. Et après, c'est exactement la même souris, parce que c'est un modèle génique, où on peut réverser le promoteur de ce gène, et on peut réactiver le promoteur de ce gène. Donc c'est exactement la même souris. Avec non seulement une amélioration des capacités locomotrices, mais aussi une amélioration de ses connaissances cognitives. Donc ça, c'est la dernière diapositive que je voulais vous dire. En fait, l'autisme, on a longtemps cru que c'était une pathologie du neurodéveloppement, mais je ne suis pas sûr que ce soit une pathologie du neurodéveloppement. Beaucoup plus, probablement, c'est plus une pathologie fonctionnelle que neurodéveloppementale. C'est beaucoup moins figé que ce qu'on peut imaginer probablement. Et d'ailleurs, quand on regarde la littérature, il y a un énorme papier qui est sorti sur les anomalies structurelles dans l'autisme. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune différence entre les patients, les 500 patients qui avaient des troubles autistiques et les 500 contrôles. Il y avait 0 différence sur le plan structurel. Par contre, des anomalies fonctionnelles, il y en a plein. Donc vraiment, encore une fois, on n'est peut-être pas dans un modèle aussi déficitaire qu'on peut imaginer, on n'est probablement pas dans quelque chose qui est rédhibitoire. On est probablement dans quelque chose qu'on peut restimuler, et c'est à ça que j'ai envie de faire. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce que, du coup, ça suscite des interrogations? Est-ce qu'il y a des pédopsychiatres dans la salle? Pendant que les timides réfléchissent, moi j'ai des questions. Bon, une question toute bête. Est-ce qu'il y a des études qui expliquent pourquoi il y a eu un changement entre le DSM-4 et le DSM-5 et que du coup il y a eu un regroupement donc, de interaction sociale et communication verbale en une entité? En fait, le DSM-4, c'était 3 grandes entités, communication d'un côté, sociale de l'autre et intérieure d'un l'autre. Bon, le résultat, c'est juste une étude factorielle. Hein. C'est juste qu'on a pris les plus grosses populations, on a fait une étude factorielle, on s'est aperçu qu'il y avait pas vraiment 3 dimensions, mais 2 dimensions, et qu'effectivement, bon, déjà, je n'ai jamais bien compris le DSM-4, c'est-à-dire que faire du social sans communication, ça devient un peu ardu. Donc après, c'est juste une réorganisation, en tout cas, dans le DSM-4, enfin dans le DSM-5, de cette... les 3 dimensions sont vraiment plutôt 2, c'est la communication sociale qui est déficitaire. En fait, c'était une erreur un peu d'instrument, tout est basé sur les DI. Alors, merci pour cette intervention. Je pense avoir à peu près suivi l'essentiel, mais je reste étonné par le fait d'insister, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de communication vis-à-vis aussi du public qui écouterait ça, de dire l'autisme n'existait pas et de le répéter, et d'associer l'autisme finalement à un symptôme, de dire l'autisme c'est comme la fièvre,
Pour moi, ça restait un syndrome, donc vous l'avez bien dit, hein, c'est quand même deux dimensions qui s'interpénètrent, c'est quand même l'association de ces deux dimensions qui fait ce syndrome, donc j'ai un peu du mal à ramener l'autisme au niveau du symptôme. Voilà. Syndrome, je veux bien. Maladie, savoir si l'autisme de Kanner est une entité qui mérite d'être gardée, je suis d'accord, tout ça mérite d'être discuté par toutes les recherches que vous montrez, je suis bien d'accord. Voilà, donc ça c'était une première remarque sur le statut de l'autisme, pour moi, comme syndrome. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est juste pour donner une image un peu forte, mais en tout cas, encore une fois, moi j'insiste sur, je crois que les maladies psychiatriques, elles n'existent pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait c'est des dimensions statistiques. Après, les vraies maladies de l'autisme, c'est le syndrome de Phelan-McDermid, c'est le syndrome de Jacobson, c'est d'avoir le syndrome de Rett. Ils ont tous en commun d'avoir des symptômes autistiques. Mais ils ont aussi tous en commun d'avoir des hypotonies majeures. Donc on pourrait dire que c'est le syndrome des hypotoniques, mais bon, après, c'est pas ça qu'on a mis en avant. Oui, alors ça effectivement, cette démarche me semble très intéressante, de dire à partir du moment où on a identifié une étiologie, il vaudrait peut-être mieux décrire le syndrome 22q13 avec toute la variabilité que vous avez décrite, puisque effectivement on peut avoir de l'autisme ou de la schizophrénie avec un 22q13. Voilà. Donc effectivement, c'est bien qu'à l'anomalie génétique correspondent des expressions phénotypiques qui ne sont même pas atypiques du point de vue clinique, mais qui peuvent rentrer dans des catégories très différentes. On peut avoir des... Alors c'est vrai que le CHANK3 est passé pour un gène d'autisme, alors que dans les cohortes d'autisme, quand on recherche ce gène, on ne le trouve quasiment pas, on le retrouve presque plus dans les cohortes de schizophrène. Donc je suis d'accord que la génétique amène une espèce de confusion dans l'organisation des catégories cliniques, et je suis d'accord pour qu'effectivement on les considère comme des catégories transitoires, a priori descriptives, et qui ne résisteront pas à la découverte des mécanismes fondamentaux. Ça, je trouve que c'est bien présenté ce problème critique. Ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Allons-y. Non, mais c'est juste qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des champs et des registres de réflexion différents. C'est-à-dire qu'il y en a un où on est effectivement beaucoup plus fondamental sur la compréhension de mécanismes physiopathologiques. Et d'autres, alors d'aujourd'hui, il faut être vraiment humble par rapport à la compréhension de ces mécanismes, parce qu'on est dans d'autres choses que celle d'essayer de traiter mieux nos patients. Et alors d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'autisme, parce que c'est là où on arrive à travailler. Mais essayer de comprendre l'hétérogénéité de l'autisme, c'est probablement proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est juste la compréhension de la diversité, et c'est vraiment cette diversité qui, je pense, nous enrichit. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est juste, encore une fois, par exemple, encore une fois, je sais pas, la schizophrénie, ça fait de l'autisme, la schizophrénie, c'est un facteur de risque, probablement de la bipolarité aussi dans les études. Donc, voilà, c'est juste, oui, il y a des grandes catégories, il faut savoir respecter ces grandes catégories, et en même temps, il faut respecter le chaos que nous amènent les sciences. Mais c'est sur des choses pour moi très distinctes. Et alors après, il y a juste le syndrome de Phelan-McDermid, enfin la CHANK3, c'est 2,5% des patients avec retard mental et autisme. Donc c'est probablement plus important que l'X-fragile qui est 1%. Enfin, la description clinique, ce qu'il y a, c'est que dans les articles CHANK3, la description clinique est très sommaire, comme c'est véritablement problématique d'ailleurs aujourd'hui. On fait des descriptions d'anomalies génétiques, et la description clinique dans les articles est rudimentaire. Moi, le peu de 22q13 que j'ai vu, eux, ils ne sont pas autistes. Pourtant, je suis dans une institution pour autistes, ils ont un retard de développement avec des... On pourrait les dire têtes non spécifiques, mais ils n'ont pas les intérêts restreints, ils n'ont pas cette dimension que vous avez définie comme relativement caractéristique. Et puis, alors juste un dernier point, à la fin vous avez dit je ne comprends pas très bien pourquoi effectivement l'évolution des SM5 est bonne, je ne comprends pas très bien pourquoi on parlait d'anomalie de la communication sans parler d'anomalie des relations sociales, sans parler d'anomalie de la communication. Alors moi j'étais plutôt de cet avis au départ, mais avec le recul, j'ai très peur que cette évolution du syndrome conduise à accroître l'épidémiologie de l'autisme avec des surinclusions encore plus grandes. Bon, enfin le phénomène est parti, maintenant on a multiplié ça par 50. Et par exemple, si cliniquement, si on fait de la sémiologie, on peut continuer de dire qu'il existe des troubles des relations sociales sans troubles de la communication, et c'est justement ce qui va poser problème dans la délimitation du syndrome. Par exemple, la phobie sociale, on pourrait dire qu'il y a un trouble des interactions sociales, c'est des gens qui savent communiquer, ils ont tout à fait les outils pour communiquer, ils ont des troubles avec de l'évitement, des peurs, des angoisses, des réactions physiologiques, alors que leurs outils de communication ne sont pas déficients. Et je pense que voilà, ça peut être un exemple qui montre que chez les autistes, on dit qu'il y a des troubles de la communication. En définitive, avec le temps, on montre qu'il y aurait plutôt des troubles des outils de communication, mais pas un trouble de l'envie de communiquer. Ils auraient envie de communiquer, mais ils n'auraient pas les outils pour le faire. Donc il y aurait peut-être un trouble des outils de communication, mais pas tant que ça des interactions sociales. Enfin, ça reste encore très discutable. Parce que je veux dire, c'est que cette distinction que je trouvais moi non plus pas très pertinente, avec le recul, je me pose quand même des questions. Voilà, merci. Non, mais encore une fois, encore une fois, c'est l'intimité des choses, enfin, c'est dans le détail que Bill enferme. Encore une fois, c'est pas que ça n'existe plus, les trois dimensions, c'est juste que l'idée qu'on pouvait reposer une entité sur trois dimensions distinctes,
et pas aussi robuste qu'on ce qu'on a voulu présenter. Effectivement, essayer de distinguer de manière forte communication et sociabilisation, c'est pas aussi vrai qu'on imaginait initialement. Donc c'est vraiment, après ça reste des entités qui sont des entités dimensionnelles. Et effectivement, la phobie sociale, c'est une autre question, mais on a des patients qui ont un trouble du spectre autistique monstrueux et qui ont une phobie sociale associée. Je veux dire, la comorbidité dans l'autisme, ça ne fait pas partie de la communication d'aujourd'hui, mais c'est un truc vraiment important. Et une question pas simple. À la lueur de cette vision, comment vous communiquez maintenant avec la famille quand vous recevez un enfant dans ces conditions-là? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à une famille d'autistes? Non, mais encore une fois, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Je veux dire, il y a qu'est-ce qu'on fait pragmatiquement dans le quotidien, comment on l'accompagne dans les soins, et ça ne change pas. On aimerait que ça change, mais ça ne change pas. Nos armes sont assez pauvres, mais on essaie d'accompagner la famille dans la pathologie du déficit cognitif. Donc ça, c'est le travail qu'on doit faire dans le quotidien. Ma question, c'était, est-ce que vous essayez dès le début de leur exposer le champ de recherche dans lequel leur enfant... Mais en fait, ils sont complètement confrontés. Par exemple, quand on vient à Robert-Drouet, mais quand on va dans la plupart des centres ressources autisme en France maintenant, on rencontre un généticien et on rencontre un clinicien psychiatre. Donc en même temps, le clinicien psychiatre fait toute la partie sémiologie, exploration de l'impact social, mais aussi en termes de qualité de vie. Et à côté de ça, il voit aussi le généticien qui, dans tout cas, leur puce font en routine des puces à 700 000 SNP. Et donc, dans tout cas, ils sont. Et puis en plus, ils lisent tous les blogs et tout ça. Donc, dans tout cas, ils sont confrontés à cette dichotomie de manière extrêmement, je dirais, intime. C'est vraiment leur quotidien, c'est d'être confronté à est-ce qu'on va avoir un diagnostic clinique, enfin génétique, c'est à peu près 20-30% des patients. Et puis, de l'autre côté, c'est comment on fait pour essayer d'améliorer notre patient. Et d'ailleurs, il y a souvent une lutte vraiment acharnée avec les familles, parce que quand on leur dit, mais, je sais pas, vous avez dans un syndrome de Phelan-McDermid, il y a un autisme, alors les parents ils disent, ah, bon, bah, dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire. Et donc, comment on leur enseigne ce que c'est que l'anomalie biologique et qu'est-ce qu'elle va produire et comment... ça paraît tellement naturel que c'est pas parce qu'il y a une anomalie génétique qu'on ne va pas faire des efforts sur l'environnement, c'est la même chose que la mucoviscidose par exemple. C'est pas parce qu'on va avoir une mucoviscidose qu'on ne va pas faire tout un tas de traitements, du clapping, des choses comme ça pour essayer d'améliorer les difficultés respiratoires des patients. Mais c'est vraiment cette culture, mais les familles sont vraiment tout à fait prêtes à ça. En fait, on est souvent plus en retard presque que les familles. Ils viennent, ah j'ai lu tel papier, parce qu'ils sont tous dans des associations, j'ai lu tel papier dans PNAS avec ce tel truc, est-ce que vous pensez que c'est important? Je suis désolé, je ne l'ai pas lu. Mais ils sont, parce que comme ils regardent tout un tas de journaux, ils sont vraiment très très au courant. C'est juste une question par rapport à ce qui est présenté comme une pathologie finalement d'hyperconnectivité résiduelle par le défaut d'élagage synaptique. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'éclairage des études MISIO avec les IPS et en modélisation neurocomputationnelle, est-ce que ça reste homogène finalement dans l'autisme que d'une hyperconnectivité comme ça? Non, mais ça c'est juste l'exemple de ce gène-là. Après, il y en a d'autres qui sont des hypoconnectivités. Hein. Donc, X-fragile, par exemple, c'est l'hypoconnectivité. MEF2C, c'est une hyperconnectivité. Encore une fois, tout est vrai. Enfin, encore une fois, je crois que c'est peut-être un peu mon message. C'est qu'il faut accepter l'hétérogénéité des patients. C'est plutôt ça qui est intéressant. Et on a beaucoup de chance, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de pouvoir capter cette hétérogénéité dans le quotidien, et quels que soient les niveaux, que ce soit au niveau de la connaissance scientifique propre, à des niveaux sémiologiques. C'est toute cette hétérogénéité de nos patients qui est extrêmement enrichissant, qui fait que vraiment, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup, c'était très très intéressant.